Alors, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à ce webinaire. J'espère que vous allez bien, en cette belle journée ensoleillée à Paris en tout cas. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler authentification des numéros. Et si vous vous retrouvez ici aujourd'hui, c'est que vous portez un intérêt certain pour ce sujet. Donc, comme vous le savez, d'ici le 25 juillet, ce sera la mise en application de ce projet, du MAN, mécanisme d'authentification des numéros. Et donc, pour vous présenter ce projet, je suis accompagnée de Bruno Velluet, le président fondateur de Netwo. Bonjour à tous. Alexandre Archambault, avocat au barreau de Paris. Et Kevin Jernigon, l'homme aux multiples casquettes, chef de projet, pré-sales et CSM. Et nous avons en modérateur Julien Baudenaille, directeur marketing chez Netwo. Et Romane Coad, directrice CSM. Donc, je passe la main à Bruno, qui va nous présenter Netwo. Merci. Alors effectivement, les trois speakers, dont moi-même, moi-même, je suis président fondateur de Netwo, expérience dans les télécoms depuis 2004, beaucoup autour des sujets de la voix, de la data, et sur les sujets de la voix, et qui est un sujet aujourd'hui très important pour nous, en parlant du MAN, c'est donc avec des éléments d'expérience que j'ai aussi accumulés à travers mon rôle de président de l'AOTA et des différents échanges et dialogues qu'on a pu monter avec l'ARCEP sur ces sujets, que je vais pouvoir aussi mieux alimenter ces discussions. Puis il y aura également donc Alexandre. Peut-être, Alexandre, tu veux peut-être dire quelques mots ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Alexandre Archambault, avocat au barreau de Paris. Malgré les apparences, je suis un jeune avocat, mais un vieux juriste, puisque avant d'être avocat, j'étais le juriste de la bande chez un opérateur un peu trublion, donc opérateur de boucles locales fixes et mobiles, et j'avais été notamment amené à travailler sur ces sujets de trafic et d'interconnexion téléphonique. Et également, donc Kevin, peut-être que je te laisse également te présenter rapidement. Mais avec plaisir. Donc Kevin Jernigon, je suis dans le monde des télécoms depuis maintenant 2011. J'ai un parcours qui débute par le support technique et qui s'est poursuivi en tant que chef de projet avant-vente chez un autre opérateur alternatif. Voilà. Merci Kevin, merci Alexandre. Peut-être très rapidement, je vous présente Netwo en quelques mots. Donc Netwo, c'est une startup qu'on a créée il y a 3 ans avec Iga Beczkowska, qui est directrice générale, et Xavier, qui est le directeur du développement logiciel. On a plus de 30 personnes sur ce concept donc de venir apporter à l'écosystème des opérateurs alternatifs un nouveau modèle qui agrège à la fois des notions de système d'information et de réseau. Et donc de réseau au sens élargi du terme, au sens télécom, donc avec d'un côté la marketplace où on retrouve une marketplace d'infrastructures télécom au sens physique FTTO, FTTH, avec un nombre d'infras grandissant. Et c'est notre mission de venir apporter tout ça pour simplifier l'interaction avec ce marché assez éclaté. Et puis, il y a une vraie dimension système d'information qu'on a aussi apporté pour entourer en fait toute cette complexité et diversité du marché et des différentes infrastructures accessibles, mais des différentes technologies, qu'elles soient autour de la connectivité, mais aussi, et c'est ce pourquoi on se parle aujourd'hui, autour des sujets de téléphonie, de voix. Et en particulier, la voix, c'est des sujets de type ressources de numérotation, de trunk SIP, d'acheminement de communication. Et dans le principe de l'acheminement des communications, il y a un certain nombre de sujets aussi sur lesquels on doit régulièrement suivre les évolutions techniques, mais aussi réglementaires. Dernier mot sur la plateforme, notre maître mot, c'est l'automatisation, c'est venir apporter par API les moyens aux opérateurs de gérer leurs opérations et leurs activités courantes pour pouvoir les accompagner à une meilleure digitalisation, automatisation des flux, etc., etc. Et ça, on le fait sur un certain nombre de domaines pour les accompagner.
Mais là, on va revenir plus précisément sur le sujet de la téléphonie et des problématiques associées à ça, et en particulier le sujet de ce webinaire qui est donc le MAN, et qu'est-ce que c'est et d'où ça vient. Donc le MAN, et je pense que vous en avez peut-être déjà entendu parler, hein, il y a un certain nombre de sujets autour d'appels qui ont pu avoir lieu auprès des utilisateurs finaux. Et ces utilisateurs finaux, au final, quand on lit les documentations de l'ARCEP, hein, parce qu'ils prennent plutôt cette manière de l'exprimer, c'est la réforme de l'orthographe, les utilisateurs finaux sont régulièrement la cible de problèmes autour de sollicitations pas forcément acceptées. Et à force, les utilisateurs se sont plaints. C'est revenu au niveau du politique, et les politiques ont voulu résoudre ce problème-là. Et pourquoi ils se sont plaints? Parce qu'il y a eu pas mal de problématiques autour de leurs données personnelles, des données qui sont parfois mobilisées par des gens qui n'ont pas forcément pas beaucoup on va dire de scrupules, et qui vont aller jusqu'à potentiellement aller chercher à pirater des comptes et des choses comme ça. Donc il y a une partie piraterie, il y a une partie collecte de données illégale au sens RGPD, et donc du coup ça a réellement explosé ce contexte. Et du coup, la France est pour le coup le premier pays européen à agir sur le sujet. Donc de porter en fait sur le sujet réglementaire un sujet qui va devenir extrêmement technique. Et c'est ça qu'on vient aborder aujourd'hui. Alors du coup, je vais donner la parole à Alexandre pour le Zoom juridique. Et Alexandre va nous expliquer plus en détail ce que notre cher législateur et puis le bras armé que représente l'ARCEP a voulu faire. Oui, merci Bruno pour avoir bien planté effectivement le décor. Comme tu le disais, c'est un sujet qui empoisonne la vie des utilisateurs finaux et qui donc altère la confiance dans le secteur. Or, en communication électronique, on repose essentiellement sur des mécanismes de confiance. Donc, si la confiance est rompue, vous dégradez la valeur du business et vous supportez un risque qui n'est pas neutre sur le capital, on va le voir. Donc, face aux récriminations des utilisateurs qui étaient sans cesse un peu plus nombreuses, le législateur en 2020 est venu intervenir en fixant un délai d'application de 3 ans. C'était le 24 juillet 2020. Nous y sommes. Ça va rentrer en vigueur le 25 juillet 2023, c'est-à-dire après-demain. Passé ce délai, vous allez encourir non seulement un risque technique, mais aussi également un risque financier et de sanctions qui sont loin d'être négligeables. Donc, on va voir ensemble comment on en est arrivé là et pourquoi on a tout intérêt à se mettre en conformité dès maintenant dans le cadre, comme je vous le disais, c'est un secteur qui repose essentiellement sur la confiance. Alors, comment on est arrivé là? Il faut savoir qu'on part quand même d'assez loin, puisque historiquement, si l'encadrement du démarchage téléphonique, comme le disait Bruno, répond à une volonté politique de plus en plus prégnante, historiquement, en matière télécom, les opérateurs étaient tenus d'acheminer les appels entrants et sortants sans considération de la nature ou du contenu du service. L'ARCEP, le régulateur, a toujours été très frileux en matière d'encadrement. Voilà, c'est pour ça que par le passé, on avait eu des opérateurs qui avaient essayé un petit peu, devant cette autorégulation qui était clairement défaillante, de mettre en place des mesures, par exemple, de blocage de reversement ou d'appel. Et l'ARCEP avait commencé par engager des sanctions, des procédures de sanctions. Bon, fort heureusement, ce n'est pas allé très loin. Ce qui a amené donc le politique à se saisir de tout ça, parce que le fait d'imposer aux opérateurs une obligation d'acheminement des communications, quelle que soit la nature du service, a créé en fait des effets de bord et d'aubaine, puisque par le jeu des mécanismes d'interconnexion et de reversement, vous mettiez en place des pondeuses d'appel et au final, comme les reversements étaient garantis, c'était une obligation de l'ARCEP, vous pouviez effectivement, ça pouvait attirer des activités fort peu scrupuleuses, comme le disait Bruno.
Donc, en réaction de tout ça, l'ARCEP, fidèle à elle-même, est passée d'un extrême un petit peu à l'autre et est venue donc encadrer très sérieusement à la fin des années 2010 le démarchage téléphonique, mais de façon un peu trop rigoriste, ce qui a amené certains acteurs à contester cette décision, c'était dans le plan national de numérotation, devant le Conseil d'État, en particulier sur l'interdiction du démarchage en provenance de l'étranger. Et le Conseil d'État a donné raison aux plaignants en estimant qu'il y avait effectivement une restriction un peu disproportionnée. Donc tout ça a amené le législateur dans l'été 2020 à se saisir du sujet. Ça a débouché sur la loi Néga-Hélène, du nom du parlementaire qui a porté le sujet et qui est venu effectivement tenir compte de ce que le Conseil d'État avait, de la procédure en cours devant le Conseil d'État, qui à l'époque n'était pas encore tranchée, et qui est venu dire, bon, effectivement, si on ne peut pas interdire le démarchage téléphonique, en tout cas, on doit l'encadrer. Donc, ça doit passer par, désormais, des tranches de numéros bien spécifiques et aussi être en mesure de savoir qui fournit le service et quelle est la nature du service, en mettant en place des mécanismes d'authentification. C'est le MAN sur lequel les équipes de Netto vous exposeront effectivement les impacts en termes d'implication technique. Alors, c'est une obligation qui engage l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire que désormais, pour l'instant c'est une faculté, mais ça va devenir une obligation à partir du 25 juillet prochain, les opérateurs départ, donc c'est-à-dire les opérateurs qui fournissent la collecte pour les fournisseurs de services, devront authentifier l'appelant. Les opérateurs arrivés et transit, qui jusqu'à présent pouvaient casser les appels, devront, donc ça devient une obligation, casser les appels non ou mal authentifiés, en plus de l'application de mécanismes contractuels de type pénalité. Ces pénalités, par le jeu des mécanismes contractuels aussi, peuvent remonter en cascade de l'opérateur de boucle locale qui livre l'appel à son utilisateur final, mais à l'opérateur de transit, à l'opérateur de collecte, au fournisseur de services et, in fine, à la société qui a procédé au démarchage de façon non réglementaire. Sachant que les juridictions, en tout cas au niveau français, tendent, ils sont très clairs là-dessus, ces mécanismes contractuels sont validés et donc peuvent remonter en cascade sur toute la chaîne. Donc, en tant que professionnel, vous avez tout intérêt aussi également, si ce n'est pas déjà le cas, si ce n'est pas déjà fait, à adapter votre cadre contractuel pour être en mesure de pouvoir apporter votre édifice dans cette chaîne de responsabilité. Les opérateurs aussi de collecte doivent aussi sensibiliser leurs clients et fournisseurs de services et donc ont quelque part une mission de prescription et de conseil, le cas échéant en leur proposant des solutions et des techniques et des dispositifs techniques d'accompagnement appropriés. Alors, au niveau légal, comme je vous le disais, c'est donc transcrit dans l'article L44, on va y arriver, du Code des postes et communications électroniques au 5, qui précise bien spécifiquement que c'est désormais une obligation pour les opérateurs, aussi bien départ comme arrivée ou transit, d'interrompre l'acheminement d'appels qui sont mal ou non authentifiés. Avec un exemple aussi de pénalité, voici ce que met Free et Free Mobile dans son offre d'interconnexion, c'est-à-dire que pour un numéro qui est mal ou qui n'est pas du tout authentifié, c'est 2 000 € de pénalité, sachant que si vous avez comme client un fournisseur de services qui met en place des robots avec des générateurs de numéros aléatoires, ça peut très très vite se chiffrer en termes d'impact financier. En plus des pénalités, donc des sanctions contractuelles, vous risquez aussi également l'ensemble de la chaîne, donc non seulement le fournisseur de services, mais l'opérateur technique, l'opérateur de collecte et l'opérateur de transit et l'opérateur d'arrivée qui ne mettent pas en place ces mécanismes de contrôle. Vous risquez effectivement des sanctions au niveau administratif, puisque la DGCCRF n'a pas fait mystère dans le cadre de sa politique d'encadrement du démarchage téléphonique, de vérifier, une fois l'entrée en vigueur des dispositions qu'on vient de vous évoquer, le respect par l'ensemble de la chaîne.
et sachant que ce sont des sanctions administratives, donc peu importe qu'il y ait ou non des plaintes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un manquement qui est constaté, ça donne droit pour la DGCCRF à venir vous demander des comptes et, le cas échéant, appliquer automatiquement des sanctions si on voit qu'il y a eu un manquement. Comme vous pouvez le voir, ça peut être assez conséquent parce qu'au final, ça remonte toute la chaîne et par le jeu du droit de communication de la DGCCRF qui peut vous demander les contrats, les relevés d'appel, ça peut être en mesure d'identifier le prestataire qui peut, dans ce cas-là, se retrouver à l'échelle d'une PME avec des sanctions qui sont loin d'être négligeables. Donc, au final, qu'est-ce qu'on risque lorsqu'on n'est pas en conformité? Il y a en fait 5 facteurs de risque. Le premier, c'est technique, une rupture de continuité de service. Or, un impact technique sur des réseaux de communication électronique, c'est loin d'être neutre. Ça peut entraîner de l'inefficacité en cascade. Donc, c'est véritablement un vrai sujet technique. Il y a aussi un risque financier. Comme on l'a pu le voir, les opérateurs de boucle locale peuvent appliquer des pénalités qui remontent en cascade par le jeu du contrat et c'est validé par les juridictions. Vous avez un risque réglementaire aussi également, notamment pour les opérateurs d'accompagnement technique. C'est-à-dire que là, en plus des procédures de sanction, l'ARCEP peut aussi geler les procédures d'attribution de nouveaux numéros. On voit que il y a une incitation à ce que le secteur du démarchage téléphonique migre sur des tranches dédiées pour celles et ceux qui n'ont pas encore eu leur tranche. S'il n'y a pas de conformité, l'ARCEP pourra effectivement geler la demande d'attribution. Techniquement, c'est un peu dommageable. Ça peut aller aussi, pour les cas les plus graves, au retrait des tranches de numérotation. C'est en plus de ça, comme on l'a vu, c'est un risque de sanction administrative puisque la non-conformité sera, comme pour Blocktel, le dispositif d'opposition au démarchage téléphonique, un motif de sanction. Ça peut aller jusqu'à 15 000 € par manquement constaté. Donc, si c'est un numéro non authentifié égale un manquement, pour celles et ceux qui ont une tranche de 10 000 numéros, je vous laisse calculer le risque potentiel. Pour les cas les plus graves aussi, c'est un risque pénal dans la mesure où, comme l'évoquait Bruno, derrière tout ça, vous avez des filières peu scrupuleuses qui se mettent en place pour pouvoir collecter des données personnelles. Or, la collecte déloyale de données personnelles est un risque pénal qui peut vous emmener en correctionnel. Et pour les cas les plus graves, donc, ça peut se traduire par une interdiction d'exercice ou de gestion pour les dirigeants et la structure commerciale, et donc une mise en péril de l'activité. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet réglementaire et juridique. Si vous avez des questions, c'est le moment, mais sinon, on pourra les regrouper à l'issue. Merci. Si vous avez quelques questions, c'est le moment. Est-ce que tout est peut-être clair dans les risques? Certains risques sont peut-être... c'est par étapes, comme on l'a vu sur cette slide. C'est vraiment... il peut y avoir des risques plus graves et plus rares, mais qui malgré tout peuvent être particulièrement impactants. Et en tout cas, je crois qu'on peut dire que le législateur s'est doté d'un système multi-niveau pour pouvoir aussi être progressif, mais quand même garder une efficacité sur le long terme dans les constats des manquements et la réponse que peut avoir le législateur sur la question. Oui, Bruno, si je peux compléter, effectivement, là-dessus, en matière de sanctions, ce n'est pas exclusif, c'est fromage, dessert et poire pour la soif, puisque tout cela peut se cumuler. Donc, du coup, au final, pour les cas les plus graves, ça peut être quand même quelque chose qui peut être assez lourd de conséquences. Donc, on a 2 questions. Est-ce que vous souhaitez y répondre maintenant ou on y répond en fin de session? Je vois une question, oui, de Daniel, en tant qu'opérateur local, comment on peut se prémunir? Avec le micro, c'est mieux. Une question de Daniel, en tant qu'opérateur local, comment on peut se prémunir? Oui, c'est par le contrat. C'est-à-dire que vous devez avoir un contrat avec les opérateurs qui vous livrent le trafic ou auxquels vous livrez le trafic. Le contrat est un moyen de pouvoir porter ces obligations et donc de matérialiser le fait aussi que vous êtes dans un rôle d'accompagnement, de conseil, et que donc, du coup, ça permettra aussi de matérialiser, le cas échéant, le non-respect de cette obligation par un élément de la chaîne, et donc de mettre en place
des mesures conservatoires de type, alors c'est plus pour les SVA, les numéros surtaxés, mais blocage des reversements, mais on l'a vu légalement à partir du 25 juillet prochain, vous pouvez et vous-même vous devrez être en mesure de bloquer les appels. C'est quand même quelque chose qui techniquement est assez fort, sans que justement un reproche contractuel puisse vous être fait de ce moment-là. Donc tout l'intérêt de documenter ça au niveau du contrat, le cas échéant par des avenants. Merci Alexandre pour la réponse. Je vous propose de continuer. Peut-être juste, j'ai vu une question aussi de Ahmed qui posait une question sur le risque de sanction. Serait-ce le même montant pour toute la chaîne? Alexandre, je pense qu'en fait, l'enjeu, il est effectivement, on en parlait tout à l'heure, d'une répercussion qui peut se faire de maillon en maillon, et ce, par les approches contractuelles des uns et des autres. Il y a de bonnes chances, en tout cas, que ce soit propagé, en tout cas, que les montants soient propagés, donc on soit sur des montants au moins identiques. Oui, enfin, en tout cas, d'un point de vue contractuel, à partir du moment où il n'y a pas d'abus de position dominante, mais on a pu voir que, en tout cas, les offres d'interconnexion, le régulateur ne s'y est pas opposé sur ces nouvelles modalités. Le régulateur estime que ça participe de la responsabilisation de l'ensemble du secteur. Après, par contre, ce qui est des sanctions administratives, par contre, elles sont personnalisées. Les 15 000 €, c'est un plafond. D'où tout l'intérêt, c'est-à-dire que la DGCCRF doit tenir compte du comportement des différents acteurs. Donc, dit autrement, si vous êtes dans une optique de collaboration, vous aurez de sérieux arguments pour établir votre bonne foi. Si vous faites le mort, c'est le meilleur moyen d'avoir la sanction la plus ultime, sachant que en bout de chaîne, le juge administratif valide des sanctions. Peut-être une dernière question. À partir de quel nombre d'appels peut-on être taxé de démarchage téléphonique? Je pense que c'est à partir de 1. En fait, c'est juste la forme qui compte et pas le nombre. Je pense que je vais pouvoir y répondre dans ce qui suit. Très bien. On continue du coup. Merci Kevin. Merci Alexandre. Et donc la parole est à Kevin. Et du coup sur le Zoom technique. Bien. Merci Bruno. Bon, maintenant que vous avez toutes ces informations, le MAN, comment il se traduit techniquement? Comment les intégrateurs et les opérateurs vont pouvoir l'appliquer? Eh bien, pour cela, on va utiliser un protocole qui s'appelle le STIR Shaken, donc STIR pour Secure Telephony Identity Revisited, qui apporte une nouvelle en-tête dans l'invite qui s'appelle l'identity. Le STIR, en fait, qu'est-ce qu'il permet de faire? Eh bien, il va permettre à l'opérateur de destination de vérifier les informations de l'appel et évidemment de vérifier que l'appel est légitime. Pour cela, il faut attester de la bonne foi de l'appel. Pour cela, on va utiliser des niveaux d'attestation, voilà, qui sont au nombre de 3 et qui vont chacune avoir un rôle. Donc, on retrouve l'attestation A, B ou C. Donc l'attestation A, c'est l'attestation la plus haute, c'est celle où on connaît l'appelant, on sait tout de lui. On connaît bien le numéro, on connaît l'appelant, on connaît l'entreprise. Toutes les données de l'invite sont correctement remplies, donc on va pouvoir appliquer cette attestation qui atteste vraiment que l'appel est légitime. L'attestation B, c'est on connaît l'appelant, mais on n'est pas certain qu'il a le droit d'utiliser le numéro. Donc, voilà, on a quelques flous dessus, donc on va pouvoir utiliser cette attestation quand on n'a pas toutes les informations. Et enfin, l'attestation C, là, on ne connaît rien de l'appel. Cette attestation va être très souvent utilisée lors, par exemple, de renvoi d'appel. Vous avez un appel entrant, cet appel entrant, donc vous avez un service de renvoi vers un autre numéro. Comme vous ne connaissez pas le numéro, vous ne pouvez pas incrémenter les bonnes informations, donc on va utiliser cette attestation. Alors, le process complet, qu'est-ce que ça donne? Donc, vous avez un appel sortant qui est émis depuis votre système de téléphonie et qui va arriver sur votre trunk SIP, enfin en tout cas chez l'opérateur d'origine. Dans votre invite, comme je l'ai dit, vous avez inséré un certain nombre d'informations que l'on va vérifier. Et en fonction de ces informations, l'opérateur d'origine ou vous-même vont pouvoir insérer un niveau d'attestation, le A, le B ou le C.
Donc, on vient implémenter cette nouvelle entête que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'entête Identity, avec ce niveau d'attestation et les autres informations telles que le numéro de l'appelant, l'horodatage et tout un tas d'autres informations que je ne vais pas détailler ici puisqu'on y passerait un peu de temps. Ensuite, du coup, l'appel est transmis vers un serveur qui a une fonction de STIAS. C'est un peu un acronyme un peu barbare. Pour simplement, ce serveur, il va sécuriser l'appel au travers d'une clé privée et donc d'un certificat. Une fois que ça c'est fait, que l'appel est sécurisé au travers de ce certificat, il est envoyé au travers d'une interconnexion qui est régulée, hein, au travers de transitaires VoIP, vers l'opérateur de terminaison. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'opérateur de terminaison, il reçoit l'appel, il va chercher dans une base de données qui est managée par la PNF qui s'appelle la BPCO. Il va chercher la clé publique pour vérifier que le certificat est correct et que l'appel est bien sécurisé et va étudier les informations de cette nouvelle entête qui est l'entête Identity. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si l'entête est correctement remplie, que le certificat est valide, eh ben, l'opérateur de terminaison va acheminer l'appel vers le destinataire. Dans le cas contraire, si les informations ne sont pas cohérentes, si l'appel n'est pas légitime, eh bien, comme l'a évoqué Alexandre, eh bien, l'appel est coupé. On est bien sur un mécanisme d'authentification des numéros. Si on ne peut authentifier le numéro et confirmer sa légitimité, eh bien, on coupe l'appel. Si l'appel est coupé, l'opérateur de terminaison a un devoir de gouvernance, c'est-à-dire de faire du reporting vers une autre base de données de la PNF qui s'appelle la BSM pour remonter toutes les informations de l'appel et notamment pourquoi il a été coupé. Voilà. Alors, très bien, mais quel est le rôle de Netwo dans tout ça? Eh bien, Netwo, c'est un OPTS et un OPTV. OPTS pour opérateur technique de signature et OPTV pour opérateur technique de vérification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que Netwo permet de collecter des appels, mais aussi de faire de la terminaison d'appels. Donc, pour l'application d'Human, Netwo se devait de pouvoir signer les appels, mais aussi, quand on est dans le cas d'appels entrants, eh bien, de pouvoir vérifier la légitimité de ces appels. Donc, Netwo s'est adapté et a implémenté son infrastructure pour intégrer ses serveurs OPTS, OPTV, donc je le disais tout à l'heure, donc le STIAS, qui va permettre de certifier l'appel, et le STIVS. Alors, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais ça, c'est le serveur qui est chez l'opérateur de terminaison, qui va pouvoir analyser, qui va aller chercher la clé publique pour vérifier si l'appel est sécurisé et qui va vérifier les informations. Est-ce que vous avez des questions? Apparemment. Apparemment pas. Eh bien, parfait. Parfait, on continue. Super. Et toujours Alors, la Kevin. eh oui. D'accord, David. Donc, la responsabilité, quelle est la responsabilité de Netwo? Quelle est la vôtre? Et comment Netwo va vous accompagner? Hop. Alors, la responsabilité des opérateurs, je l'évoquais un peu juste avant, c'était de se mettre en adéquation avec cette réglementation. C'était de mettre en place toute l'infrastructure qui était nécessaire avec la vérification des appels. Donc, la notion d'OPTS et d'OPTV, de pouvoir signer les appels, de pouvoir correctement attester de la signature, mais aussi de pouvoir confirmer la bonne transmission des informations d'authentification et d'avoir un système de confiance interopérateur qui permet l'authentification des appels entre les différents réseaux. Côté intégrateur, eh bien, la responsabilité, donc Alexandre en a évoqué juridiquement parlant, donc c'est un peu une redite, mais l'important techniquement, c'est évidemment, c'est sur vos serveurs, de donner toutes les informations nécessaires pour que le niveau d'attestation soit le plus haut possible. De certifier que les appels émis, que depuis vos équipements, qu'ils soient bien certifiés et qu'ils soient bien attestés. Et enfin, de confirmer que lorsque vous mettez en place un système de téléphonie, ils répondent aux normes du MAN 2023. Du coup, comment Netwo peut vous accompagner par rapport à ça? On va mettre en place un onboarding qui sera personnalisé en fonction de vos besoins, de vos infras et de votre situation actuelle. Donc, si vous êtes revendeur, intégrateur ou opérateur sans cœur de réseau voix,
eh bien, vous allez vous retrouver dans le premier cas ou le deuxième. C'est-à-dire que dans un premier cas, Netwo est capable de vous fournir des ressources de numérotation et on gère tout l'aspect certificat pour vous. On signe les appels pour vous. Voilà, vous n'avez plus qu'à transmettre les bonnes informations lorsque vous émettez des appels. Et nous, on va avoir aussi, dans le cas d'appel entrant, ce rôle de vérification. Si vous disposez de vos propres ressources ou si vous souhaitez, avoir vos propres ressources, eh bien, Netwo vous accompagne de la même manière auprès de l'Arcep et de la PNF pour obtenir vos certificats, mais aussi vos ressources de numérotation. On vous aide également à finaliser l'installation de vos certificats sur l'infra Netwo, puisque c'est Netwo qui, en tant qu'OPTS, qui va signer vos appels. Et on va également tester et resetter vos appels, puisque c'est important de valider leur bon fonctionnement. Enfin, vous êtes un opérateur avec un cœur de réseau voix, vous avez toute l'infra nécessaire et vous utilisez Netwo comme transitaire. Et bien, de la même manière, Netwo vous accompagne auprès de vos démarches Arcep à PNF, également dans l'obtention de vos certificats et évidemment, on teste et recette vos appels. Voilà, vous savez tout. Alors, je pense qu'on a des questions. Ok, alors... Oui, des appels en renvoi d'appels avec numéro de l'appelant d'origine. Question de Christophe. Alors oui, ça c'est quelque chose qui est répondu par Arnaud presque, je pense. Ah, j'ai pas vu la réponse, donc Bruno, si tu l'as lu, je te laisse la main. De ma compréhension, Arnaud propose de dire, du coup, on peut valider si j'ai tout compris. Tu signes le leg sortant en notation C, donc en attestation C, avec l'ajout de ton header diversion qui signifie renvoi d'appel dans l'entête SIP. Eh bien, merci Arnaud, on aurait pu te faire participer à ce webinaire pour cette réponse. Les numéros de David Ponzone qui propose une question. Donc, les numéros portés ne sont pas concernés, pose-t-il comme question? Si, puisque du coup, une fois que le numéro est porté sur l'infra et qu'il est attribué, on se doit de savoir à qui il est attribué et de pouvoir attester de la bonne légitimité des appels. Donc, à partir du moment où il est utilisé, il doit être attesté. Donc, c'est l'opérateur technique de routage qui en prend la responsabilité pendant tout le temps de la portabilité sur son réseau. Nicolas est en train de taper. Sous forme de question, on avait une question sur les appels masqués également. Quid des appels masqués? Est-ce qu'ils sont toujours masqués? Est-ce que la signature fonctionne quand l'appel est masqué? Alors là, j'avoue que ce cas, je ne l'avais pas je l'ai pas anticipé. Donc je pense qu'on reviendra vers vous avec cette réponse. Mais je pense que de la même manière, on va attester l'appel avec l'attestation C. Et tout appel Pour moi, un appel masqué, de mes souvenirs, l'identité de l'appelant est toujours présente, mais il y a un en-tête spécifique qui précise que l'opérateur qui veut le remettre à son abonné final ne devra pas présenter le numéro. Présenter et le donc, numéro. Si bien qu'en fait, ça n'empêche pas le mécanisme de signature pour moi. Tout à fait. Tu as raison. Oula, ça... Ça fuse. Ça fuse. On le savait, hein, Kevin, que tu allais en avoir. Alors, donc, si on prend l'offre Netwo qui me permet d'utiliser Netwo comme opérateur technique de routage avec mon propre préfixe, je suis dans le cas C obligatoirement? Non. Alors, David, je suis pas sûr de comprendre ta question. Si on déclare tes préfixes, c'est nous qui allons effectivement signer Bienvenue Romane. Je vais faire ma sur scène, je crois que j'ai compris la question de David. En fait, tu ne parles pas des attestations ABC, mais des 3 cas que tu as présentés tout à l'heure. Oui. Des 3 modes de gestion de Netwo, étant donné que IPEVA est dans le cas d'avoir son propre SBC. Effectivement, ça va être le cas C où c'est qui allez devoir, merci David, qui allez devoir signer vos appels. Et donc, nous, on va simplement avoir besoin que vous procuriez un certificat et que vous nous le transmettiez dans les semaines à venir pour que ça fonctionne.
Eh bien, tu es parfaite, Romane, d'avoir traduit David. Mais il est bien, Kevin, aussi, moi je dis, hein, David. Mais vous êtes tous très bien. Je suis d'accord. C'est pas ma responsable pour rien. Alors, il est 12h10, il nous reste 5 minutes. Si vous avez d'autres questions, je vous propose de nous les envoyer en asynchrone. Tout à fait. Très bien. Donc, du coup, peut-être un petit mot pour conclure. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le régulateur et le législateur se sont occupés de mettre en place une nouvelle organisation qui a un impact certes réglementaire, donc en termes d'obligations, mais qui a un impact fort sur l'aspect technique. Et c'est le bras armé de tout ça, c'est l'APNF qui a récupéré en fait cette gestion centralisée des certificats et à travers ce projet MAN 2023 qui a voulu installer, comme ça a été fait aux États-Unis et au Canada, du coup un système qui est poussé par le réglementaire, mais qui a un impact très fort sur les aspects flux, qui impose aux opérateurs télécoms de jouer des rôles sur les appels frauduleux et indésirables. Il y a un système donc technique qui est en place avec un système de clés de chiffrement pour vérifier l'authenticité du numéro de téléphone de l'appelant. Alors, c'est spécifique sur certains call flows. En tout cas, tous les call flows présentant des numéros français appelants sont impactés. Si vous avez par contre des appelants d'origine étrangère qui transitent vers la France, on n'est pas en train d'authentifier le monde entier. On authentifie que les numéros d'origine française. Voilà, donc l'appelant est un numéro français. Les niveaux d'attestation A, B et C, donc ça définit un niveau de vérification. Et les systèmes de vérification qui sont portés par un opérateur sont d'un côté signature pour garantir, et puis côté vérification pour potentiellement aller filtrer, entre guillemets, casser les appels illégitimes. Et tout ça, ça se fait en opération de génération de jetons d'identité ou de vérification de jetons d'identité avec prise de décision suite à cette vérification. Le rôle de Netwo, c'est donc de venir vous accompagner sur des sujets qui sont plutôt techniques et complexes et qu'on a forte volonté à mutualiser. L'effort est à mutualiser. On est alternatifs tous ensemble, en fait. Il ne faut pas l'oublier. On pense qu'en fait, on peut vraiment apporter une valeur mutualisée en termes d'effort. Et c'est ça que vient apporter Netwo dans différentes opérations, que ce soit autour des logiques de systèmes d'information, de vous permettre d'agréger un certain nombre d'infrastructures quand vous ne voulez pas aller les chercher en propre. Mais demain, si vous voulez aller les chercher en propre, parce que ça peut faire sens stratégiquement parlant, on est quand même là pour continuer à vous accompagner pour automatiser vos relations avec vos opérateurs. Donc, on est vraiment dans cette logique de venir mutualiser de l'effort entre alternatifs pour tout simplement faire grandir les parts de marché. N'oublions pas, Orange SFR, c'est 80% du marché. Et c'est à nous, tous ensemble, de résoudre ce problème. Il y a des questions encore, peut-être. On pourrait revenir sur d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. David a posé une question. Est-ce que ça va empêcher le bip qui m'appelle chaque semaine pour laver mes vitres ? Je peux le remplacer pour moins cher, je pense. T'inquiète, David. D'autres questions, peut-être, Kevin question d'Arnaud. Alors, je ne sais pas, le call source doit être international doit être signé oui. De mémoire. Ouais, j'ai la même info de mon côté, Arnaud. Donc, pour moi, tu as la bonne réponse. J'ai la même info de mon côté. Alors, à savoir qu'il y a des choses qui vont être précisées plus tard avec la mise en place. Il va y avoir des précisions qui seront apportées sur cette nouvelle réglementation. Donc, du coup, effectivement, un appel tagué C risque d'être coupé, surtout s'il est d'origination d'une numérotation française. Effectivement, s'il est d'une origination d'une numérotation étrangère, il ne sera pas coupé. Ce n'est pas l'enjeu.
Et David posait la question, quel est l'impact pour réellement filtrer le démarchage clean? Alors, s'il est clean, il est autorisé en fait. Par contre, il est autorisé dans des tranches horaires bien spécifiques, avec des conditions bien spécifiques. Désormais, c'est quand même assez contraint. Si la personne est inscrite sur Blocktel, ce n'est plus autorisé du tout depuis déjà un certain temps, mais là, ça va devenir de plus en plus concret. Et puis, par ailleurs, les plages de numérotation des centres d'appel, justement des centres de contact qui visent à faire du démarchage, elles vont être bien spécifiques. Ça veut dire que des opérations de filtrage pourront être faites sur les forfaits des abonnés, des utilisateurs qui peuvent être contactés. Donc, il y a, grâce à ça, des filtres nouveaux qui vont pouvoir mettre en place les opérateurs pour dire, OK, je veux activer du blocage de démarchage, j'ai juste à activer. Et ça provoque le filtrage des tranches qui seront désormais uniquement exploitables par des gens qui font du démarchage clean. Pour ceux qui ne sont pas clean, les sanctions viennent en plus. Tout à fait. Alors, une question de Arnaud, est-ce qu'on peut avoir plusieurs OPTS, OPTV? Ça dépend, Arnaud, aujourd'hui de votre mode de fonctionnement. Si vous n'avez pas vos propres ressources, oui. Si vous avez des trunk seeds qui sont activés chez plusieurs fournisseurs, tout à fait. Par contre, dans la mesure où vous avez vos propres préfixes de numérotation et de portabilité, ils sont généralement annoncés par un seul transitaire, et dans ce cas-là, vous n'avez qu'un seul OPTS, OPTV. En tout cas, ça sera le mode qui sera choisi par Netwo si vous travaillez avec nous. J'ai vu quelque chose aussi qui m'a attristé, mais je pense qu'on peut y réagir. Moralité, Daniel Marcos Fort précise, moralité, les call centers étrangers seront boostés. Alors, ça veut quand même dire que si un call center étranger veut appeler, il va falloir désormais qu'il présente son numéro étranger. Or, vous n'êtes pas sans savoir que les numéros étrangers, et en particulier ceux qui sont hors de la zone UE, subissent des taxes dans l'acheminement de l'appel non négligeables. Les taxes d'entrée sur le réseau français qui sont désormais décloisonnées de plus en plus. Donc, on va quand même avoir un freinage sur le prix d'acheminement de l'appel. Et ça va probablement encore augmenter. Oui, je confirme ce qu'on a pu voir sur le mécanisme appliqué par certains opérateurs sur les numéros mal ou non authentifiés. Il va y avoir le même mécanisme lorsqu'il y aura une forte concentration d'appels entrants en provenance de quelques tranches. Vous pouvez faire confiance à au moins un opérateur qui sait les retrouver, qui saura appliquer des tarifs de terminaison clairement prohibitifs, en tout cas très incitatifs, qui remonteront dans toute la chaîne, ou qui, le cas échéant, en cas de mauvaise foi avérée, ne se privera pas de couper les appels, puisque là aussi, on répond à une problématique de protection des utilisateurs finaux. En tout cas, pas une juridiction, en tout cas au niveau national, imposer la réémission d'appels manifestement visant à contourner des règles qui, au niveau national, sont obligatoires pour tout le monde. Et il ne faut pas oublier par rapport à tout ça aussi qu'il y a une base qui sera alimentée. C'est le reporting que j'évoquais tout à l'heure avec les appels qui seront coupés parce qu'ils ne seront pas correctement certifiés et attestés. Cette base va s'enrichir et vous permettra en tant qu'opérateur de collecte, d'avoir de plus en plus d'éléments pour savoir si un appel est légitime ou non. À terme, cette base APNF, elle sert à ça. Pour répondre à la question de David, une entité française qui fait du tromboning depuis l'étranger avec un numéro français, c'est le genre de truc qui se remarque quand même chez certains opérateurs assez facilement. Ça fonctionnera beaucoup moins bien. Il y avait un numéro également sur un client en Belgique avec un numéro belge. Vous n'avez pas besoin de le signer puisque pour l'instant, ça ne concerne ce système du MAN 2023 que des numérotations françaises. Donc à date, pas de signature nécessaire sur ce flux-là. Bon, en tout cas, quand il entre sur le territoire français et qu'il est ensuite acheminé jusqu'à un opérateur de l'abonné final qui veut être joint, ça sera donc une signature C avec une origination internationale. Donc pas d'enjeu particulier de blocage.
Alors, je vous propose de prendre une dernière question, s'il y en a encore. Et puis le reste, on les traitera après le webinaire. Est-ce qu'il y a une dernière question? La dernière question de Julien. Netwo peut-il jouer le rôle d'OPTS sur des numéros appelants non livrés sur un trunk Netwo? À date, non. Alors, j'ai entendu, ça a coupé pour moi, excusez-moi, ma connexion a décidé de... mais pour moi, non. Non, la réponse est non. Ok, très bien. À date. Eh bien, il est 12h20. On a dépassé légèrement. Merci à tous pour votre attention. On est conscient qu'il y a pas mal de questions, mais on y répondra attentivement. Hop. Juste pour conclure, on vous met à disposition plusieurs ressources. Alors, bien évidemment, comme je vous dis depuis le départ, vous pouvez nous contacter. On va vous envoyer la présentation et vous aurez les contacts. En attendant, vous pouvez consulter notre article de blog qui reprend justement l'entièreté du contenu qui a été partagé aujourd'hui. Vous avez aussi un espace helpdesk qui pourra répondre à certaines de vos questions probablement. Et puis, vous pouvez accéder aux différentes fonctionnalités qui sortent au fil de l'eau de Netwo et bien évidemment ouvrir un compte pour rejoindre Netwo. Merci encore, je vous souhaite à tous une bonne journée et surtout un bon appétit. Merci à tous. Merci beaucoup. Bon appétit.